L'heure maintenant de l'invité au cœur de l'info. En ces temps pour le moins tourmentés un peu partout dans le monde, avec une multiplication des conflits, un déclin du multilatéralisme, parfois même du dialogue entre pays et de replis identitaires, comment continuer à faire humanité ensemble? Quelles sont les valeurs universelles qui peuvent ou même doivent nous réunir? Ces questions, nous allons les poser ce soir à l'un des intellectuels les plus éminents de notre temps, un philosophe majeur né sur le continent africain, mais nourri de ses expériences tant européennes qu'américaine, Souleymane Bachir Diagne. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 24, penseur de l'universalisme et d'un humanisme partagé, retraité depuis peu de l'université Columbia à New York, où vous avez donc enseigné dans les départements d'études francophones et de philosophie. Vous y avez également dirigé l'Institut d'études africaines et je le rappelle, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Universalisé, donc sorti l'an dernier. Et puis cet essai qui vient de paraître, une coédition Albin Michel, Musée du Louvre, Les Universels du Louvre, qui réunit donc deux aspects qui irriguent tout votre travail, la théorie de l'universel et la pensée sur l'art. Un livre qui est donc issu d'un cycle de conférences que vous avez donné au Louvre dans le cadre de la chaire du musée l'an dernier. Avant de revenir sur cet essai, sur votre pensée, Souleymane Bachir Diagne, peut-être un mot du casse du Louvre. C'était il y a un mois. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque ces 8 bijoux de la couronne de France ont été dérobés et de cette manière? Écoutez, j'ai été comme tout le monde absolument abasourdi par l'audace de ces casseurs, la manière dont ils se sont introduits dans le musée du Louvre. Je constate que finalement, peu de gens savaient que ces bijoux-là existaient et qu'ils étaient là. Apparemment, les casseurs, eux, étaient mieux informés que tout le monde. Et par la suite, avec toutes les traces qu'ils ont laissées et qui ont permis pour l'instant d'arrêter 3 d'entre eux, je crois, on se dit c'est des pieds nickelés. À la fois une audace extraordinaire et puis ensuite un comportement d'amateur. J'espère simplement qu'on va retrouver ces bijoux, que le Louvre, qui est un musée magnifique, le plus beau musée du monde, comme on dit, va retrouver une certaine sérénité, parce que pour l'instant, évidemment, cette question est toujours dans les esprits. Alors au sein du musée du Louvre, on a récemment rebaptisé une célèbre galerie, désormais galerie des 5 continents, anciennement pavillon des sessions, qui je crois est très cher à votre cœur, qui regroupe donc des œuvres venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou encore des Amériques. Comment est-ce que ces œuvres parviennent à faire dialoguer le monde et les cultures entre elles? Alors, vous l'avez dit, au fond, mon livre accompagne le passage du pavillon des sessions à la galerie des 5 continents. Le pavillon des sessions a été voulu dans la forme qui était la sienne il y a encore quelques mois, par le président Jacques Chirac, qui avait tenu à ce que des objets venus des 4 autres continents que l'Europe soient présents au musée du Louvre, soit, comme je dis dans mon livre, louvrisés, comme on dit que des personnalités sont panthéonisées. Ces objets sont louvrisés et il s'agissait pas seulement de les inviter au Louvre et de les garder dans un coin du Louvre, ce qui aurait été une manière de les mettre au ghetto, dans le ghetto en particulier, mais de faire en sorte que ces objets occupent la place qui est la leur au Louvre et soient véritablement en relation, en conversation, si on peut oser cette métaphore, avec les objets qui traditionnellement habitent le Louvre. Et donc, lorsqu'il m'a été demandé de donner les 5 conférences de la chaire du Louvre en 2024, c'est tout naturellement que j'ai entrepris de lire le Louvre à partir du pavillon des sessions et ainsi mes conférences puis maintenant mon livre sont devenus en quelque sorte l'accompagnement de l'inauguration très prochaine de la galerie des 5 continents. Alors, galerie des 5 continents plutôt que pavillon des sessions réservé aux 4 autres continents, parce qu'il s'agit de faire en sorte que la victoire de Samothrace, par exemple, ait quelque chose à dire à la sculpture africaine ou à la sculpture amérindienne de l'Amérique précolombienne, et ces œuvres prennent ainsi une signification nouvelle? Mais oui, ces œuvres ont acquis une signification nouvelle. Les objets d'art sont vivants. Les objets d'art se chargent de significations nouvelles, ont des relations qui changent avec le monde, avec leur public, avec ceux qui viennent les voir. Et donc, dans la mesure où ces objets ont eu une histoire qui s'est inscrite dans l'histoire du monde des arts au XXe siècle,
ils ont parlé d'autres langages, en plus de leur langage naturel, du langage de leur terroir, et ils ont été en dialogue avec des artistes européens, des artistes des avant-gardes européennes du début du XXe siècle, et toute cette histoire-là fait partie de leur identité. Et ce qui va arriver à ces œuvres d'art devra tenir compte de ces identités multiples qui sont les leurs désormais. Et vous dites que la mise en dialogue justement de ces cultures que permet le musée, notamment le musée du Louvre, donne corps au concept d'universel latéral, un concept du philosophe Merleau-Ponty, et que vous reprenez. De quoi s'agit-il exactement ? Alors l'universel latéral, comme son nom l'indique, c'est un universel que des cultures posées les unes à côté des autres, et non pas certaines au-dessus de toutes les autres, peuvent ensemble produire. Autrement dit, nous sommes sortis de l'époque de l'universalité verticale où l'Europe estimait être tout naturellement dépositaire de l'universel et tout naturellement chargée de la mission d'apporter cet universel au reste du monde. Nous sommes sortis de cet universalisme-là, mais il faut quand même penser à un horizon d'universalité. Et cette universalité ne pourra être effective que si elle est un processus que des cultures toutes ensemble vont, dans lequel ces cultures vont s'engager et que ces cultures vont produire. J'aime à citer le propos d'Alioune Diop, le fondateur de la maison d'édition Présence africaine et de la librairie Présence africaine, qui disait qu'il s'agissait évidemment avec les décolonisations de désoccidentaliser, mais il ajoutait tout de suite désoccidentaliser pour universaliser. Et il ajoutait, il importe que tous soient présents dans l'œuvre créatrice d'humanité. Alors, voilà la signification que je donne à ce concept que j'emprunte au philosophe français Merleau-Ponty d'universel latéral. Eh bien, il me semble que le musée qui se veut un musée à vocation universelle est précisément la matérialisation lorsqu'il met côte à côte des représentants de cultures très différentes dans le temps et dans l'espace. Eh bien, ce musée est la matérialisation de cet universel latéral. Alors, le chapitre 2 de cet essai est consacré à la question brûlante de la restitution du patrimoine africain, spolié donc durant l'époque coloniale. Comment est-ce que le musée du Louvre et les musées en général peuvent faire face à cette question de manière, disons, apaisée ? Eh bien, d'abord, ils doivent s'engager dans un travail de réflexion sur la provenance des objets. C'est-à-dire que les musées doivent aujourd'hui jouer franc jeu et s'engager eux-mêmes dans la recherche de provenance des objets. Je donne un exemple. Le Met, le Metropolitan Museum de New York, a aujourd'hui nommé quelqu'un dont la mission est précisément celle-là, de s'assurer que les objets qui sont là ont des provenances attestées, certifiées, et que le musée a bien le droit de les avoir. Au Louvre, ça existe ? Alors, au Louvre, je ne crois pas. Je n'ai pas entendu parler de quelqu'un qui aurait cette mission-là de manière spécifique. Je suis d'autant mieux placé pour parler de ces questions de provenance que je dirige le conseil scientifique du Front franco-allemand qui a été mis en place pour précisément soutenir les recherches de provenance. Alors, une fois que cela est fait, il y a une négociation à mener. La commission nigériane du patrimoine est en train de mener ces négociations sans grand bruit, mais d'une manière qui doit attirer l'attention et qui constitue un cas qui est à reproduire probablement. Cette commission, pour certaines œuvres, dit au musée, vous gardez ces bronzes-là, vous me rendez ces bronzes-ci, et puis ceux-là, vous les gardez également en prêt à durée indéterminée. Et donc, voilà le genre de négociation qui doit s'effectuer. Les musées ne peuvent plus être aujourd'hui sur la défensive et refuser ces questions de provenance. Les musées sont sous la pression non seulement de ceux qui demandent que des objets leur soient restitués, mais également des opinions publiques. Aujourd'hui, les opinions publiques, lorsque... Et ça fait partie aussi de la politique d'apaisement mémoriel. Ça fait partie de la politique d'apaisement mémoriel. Depuis son élection. Et de toute façon, il faut dire que les nouveaux directeurs des musées ne sont pas comme les anciens, ceux des années 60 qui freinaient des cas de fer dès qu'on leur parlait de restitution. Aujourd'hui, ce sont des directeurs de musées et des directrices de musées tout à fait ouverts
à ces questions-là et qui sont prêts à engager le dialogue. Alors revenons maintenant, si vous le voulez bien, Souleymane Bachir Diagne, sur cette notion d'universel qui irrigue évidemment tout votre travail. Qu'en reste-t-il aujourd'hui alors que notre monde, on le sait, est très tourmenté avec toutes ces guerres et puis ces replis identitaires, y compris en Europe. Comment d'ailleurs vous interprétez cette période, tous ces replis? Écoutez, quelle lecture vous en donnez? C'est une période, en effet, qui semble être une période de régression sur beaucoup de plans. Par exemple, la démocratie. Il y a une régression démocratique, il y a une crise de la démocratie un peu partout. Dans le Sahel, c'est évident avec le retour des coups d'État militaires, mais il y a une crise de la démocratie en Europe, il y en a en Amérique, etc. Donc c'est une période, en effet, de régression. On a également l'impression que cette régression nous mène vers une fragmentation plus grande. Ce que j'appelle des tribalismes. C'est-à-dire qu'il y a des différences qui semblent irréconciliables en politique au sein des nations et des différends qui semblent eux aussi mortifères et irréconciliables entre des nations. Nous assistons à des guerres avec leur cortège d'atrocités comme nous le voyons. Alors, effectivement, dans un monde comme celui-là, on pourrait poser la question, vous venez de poser la question, que reste-t-il de l'universel? Je préférerais la poser autrement, en paraphrasant votre propre propos, en disant que nous reste-t-il à faire pour l'universel? Autrement dit, la fragmentation que nous vivons, cet état de déliquescence de la démocratie commande simplement que nous sachions retrousser nos manches et comprendre que le combat que nous le menons au nom d'un universel qui est plus que jamais nécessaire, qui est l'humanité dans son ensemble. Nous n'avons jamais eu autant besoin d'être une seule et même humanité, même si nous avons cette fragmentation qui nous menace et contre laquelle il faut pouvoir s'élever. Et en rapport avec cette question, Souleymane Bachir Diagne, votre carte blanche du jour que vous avez sélectionnée à ma demande, c'est une tradition d'Au cœur de l'info, des images d'archives, c'est ce que vous avez choisi, de la sortie de prison de Nelson Mandela qu'on va pouvoir visionner dans quelques instants à l'antenne. Pourquoi avoir voulu revisionner ces images? On voit ici donc Nelson Mandela aux côtés de Winnie Mandela. Vous savez, quand vous m'avez proposé cette carte blanche, il m'a semblé évident que je voulais revoir ces scènes que nous avons tous vues il y a très longtemps, enfin ceux qui étaient nés, que nous avons vues il y a longtemps et qui étaient des scènes absolument incroyables. Nous savions que Mandela était le plus vieux prisonnier politique du monde. Nous ne connaissions de lui qu'une photo où il était plutôt jeune, avec cette fameuse raie dans les cheveux à côté. Et quand il est sorti de prison, justement, comme nous voyons ces images-là, on a vu un homme âgé, mais absolument fascinant et qui semblait également tout à fait rayonnant. La question qui s'était posée, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, il est libéré de prison, il va donc probablement avoir le pouvoir dans une Afrique du Sud qui était une Afrique du Sud tribaliste. Là, la politique de l'apartheid était une politique tribaliste. Eh bien, justement, dans un monde de l'Afrique du Sud qui était un monde fragmenté en tribus, où on considérait que les cultures humaines devaient être séparées les unes des autres, le grand péché étant le péché du mélange ou du métissage, eh bien, il a compris qu'il fallait remplacer cette politique d'apartheid et de séparation par une politique d'humanité. Voilà la raison pour laquelle j'ai pensé à ces images en me disant que justement, dans le monde aujourd'hui où nous vivons, où il semble que l'obscurité a gagné, le monde vivait également un temps obscur à ce moment-là, et brutalement, le rayon de soleil est venu de cet homme, et de la manière dont il a pensé réconciliation, dont il a pensé politique d'humanité contre la fragmentation et les tribalismes. Nous avons besoin de retrouver des images comme celle-là, de croire en un combat pour ce premier universel, encore une fois, qui est l'humanité.
Un mot des États-Unis, Souleymane Bachir Diagne. Je le disais en introduction, vous venez d'achever une carrière de 15 ans dans l'enseignement à Columbia University. On va revenir ensuite sur cette nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Mais d'abord, un mot de cette tentative que l'on sait de Donald Trump de mise au pas des universités, avec entre autres la suppression de la subvention fédérale accordée à plusieurs d'entre elles, dont Columbia University, à laquelle vous apparteniez. Pourquoi est-ce que, selon vous, Donald Trump prend pour cible ces universités? Qu'est-ce qu'elles symbolisent pour lui? Justement, pour vous donner un chiffre, nous, c'était 400 millions de dollars qui avaient été enlevés à Columbia University, plus la menace que d'autres millions de dollars suivent. Il faut dire que les attaques contre les universités américaines viennent de loin. Elles n'ont pas commencé véritablement avec Donald Trump. Pendant très longtemps, il se disait dans les milieux de la droite républicaine, dans la frange la plus extrême de la droite républicaine, que les universités étaient devenues le repère du wokisme et que, ma foi, tous ces professeurs libéraux qui enseignaient aux étudiants à devenir eux-mêmes de futurs professeurs libéraux et les éduquer dans le wokisme absolu, en plus en ayant la protection de la tenure. Le fait d'être titulaire et titulaire à vie, si vous voulez, sauf évidemment cas extrême, tout cela était attaqué. Et ce qu'a fait le président Trump, c'est en réalité, avec sa manière habituelle d'aller droit au but, ça a été de mener cette attaque. Dans une atmosphère, évidemment, où il y avait eu ces crises aussi dans les universités, liées aux manifestations concernant la situation à Gaza et en Palestine et en Israël. Donc voilà, cette offensive contre les universités est une offensive d'ailleurs aussi dans le domaine de la culture, parce qu'il s'agit à la fois d'attaquer les universités et d'attaquer des lieux comme les musées. Nous parlions justement de musées. Les musées fédéraux sont invités à faire en sorte de se débarrasser de ce qu'on suppose être le wokisme dans les représentations que ces musées donnent de l'Amérique. Il s'agit de revenir à un récit de soi qui soit un récit centré sur une forme de nationalisme. Trump... Donc c'est l'anti-universalisme, Trump? Les nationalismes, en général, pas seulement aux États-Unis, mais partout, y compris en Afrique d'ailleurs, sont devenus une forme d'anti-intellectualisme aussi. Parce qu'on ne peut pas être plus anti-intellectualiste que lorsque on définit la culture ou les savoirs comme des insularités qu'il faut protéger d'autres insularités. Peut-être un dernier mot pour finir rapidement, Souleymane Bachir Diagne. Un chapitre s'est donc achevé aux États-Unis pour vous. Est-ce qu'un nouveau chapitre s'ouvre à présent? Et si oui, lequel? Oui, vous savez, quand on est dans le genre de partie qui est ma partie, c'est-à-dire l'écriture de la philosophie et la lecture de la philosophie, ça ne s'arrête jamais. En plus, alors pour Columbia, je suis Columbia, le Board of Trustees, donc le conseil d'administration de l'Université de Columbia, a fait de moi un professeur émérite. Ça veut dire que je continue à être lié à Columbia. J'y ai un statut de professeur émérite. Je vais y habiter encore en grande partie et habiter également au Sénégal en plus grande partie que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Et puis ensuite... Où vous êtes né en 1960. Où je suis né. Et puis, donc, continuer, je pense, autant que faire se peut, tant que j'ai la capacité de le faire, continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire lire, écrire et enseigner. Pas dans les classes, mais enseigner par l'écriture et par les conférences que je donne. Merci infiniment, Souleymane Bachir Diagne, d'être venu nous voir ce soir sur France 24. C'est la fin de cet entretien à trouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.